Alors, on va reprendre avec la prochaine activité. Merci d'être de retour. La prochaine activité, c'est un panel donc, autour de la question de l'effet de la pandémie sur les processus d'agrément. On a 4 invités qui participent à ce panel. Je vous les présente. D'abord, Suzanne Dano, qui est gestionnaire de programme pour le partenariat pour la formation et la pratique en nutrition. Bonjour, Suzanne. On a aussi Stuart Madden, qui est président de l'Association des agences d'agrément du Canada. Bonjour, Stuart. Bonjour. Manon Guité, qui est professeur titulaire et professeur retraité depuis 3 dodo de l'École d'architecture et de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Bonjour, Manon. Bonjour. Et Julie Verdi, qui est conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire. Bonjour, Julie. Bonjour. Alors, le panel, la façon dont on a choisi de fonctionner, donc on va amorcer la discussion avec une question qui sera lancée à un de nos panélistes. Le panéliste aura 7 minutes chronométrées pour réagir à la question. Et ensuite, on aura des relances aux autres membres du panel. Puis après ces relances-là, on vous donnera la parole à vous, membres participants j'ai envie de dire, de l'audience. Vous pourrez poser vos questions en levant la main ou encore en vous servant du chat, comme tantôt. En espérant que j'aurai une meilleure vision des mains levées, Laura, viens à mon secours, s'il vous plaît. Alors, la première question, c'est une question que je poserai à Manon Guité. Manon qui a travaillé à préparer tout un processus d'agrément juste au moment où la pandémie est arrivée. Alors, tout ce processus d'agrément-là a dû passer d'une version réelle à une version virtuelle. Alors, la question que je poserai à Manon, c'est comment vous vous êtes préparé à l'École d'architecture pour faire face à ce nouveau type d'agrément? Bien, merci beaucoup, Tony. Alors, 7 minutes, c'est très court. Je vais commencer ce sprint, peut-être en vous donnant quelques informations quand même donner une idée sur le processus d'agrément en architecture pour vous dire que c'est le Conseil canadien de certification en architecture qui est l'organisme responsable de l'agrément de la maîtrise en architecture. Mais comme le baccalauréat et la maîtrise constituent un continuum de formation, les 2 programmes sont évalués dans le processus d'agrément et on doit démontrer que l'on satisfait à 24 critères de performance des étudiants et 6 critères de performance du programme. Donc, c'est exigeant. L'agrément est habituellement octroyé pour une période de 6 ans. Alors, pour démontrer, c'est là un des principaux défis. Pour démontrer l'atteinte des 24 critères, l'école doit colliger à chaque année et pour chacun des cours et des ateliers, des travaux d'étudiants. Notre hôte et notre passable, vous allez voir tout à l'heure, je vais ouvrir la plateforme que l'on a créée. On a autour de 10 000 fichiers. Donc, habituellement, en mode présentiel, la visite dure 5 jours et le comité a accès, lors de leur arrivée à un local où sont installés des ordinateurs, où ils ont accès à des maquettes, ordinateurs qui donnent accès à une version numérique d'environ la demi ou le 3/4 des travaux que l'on souhaite présenter. Il y a des expositions dans le pavillon. Il y a une activité, je dirais, en présence assez intense et ce local qui leur est préparé leur offre une confidentialité. Donc, l'agrément était initialement prévu à la fin mars 2020. On sait ce qui est arrivé à la fin mars 2020. Donc, la visite a été reportée d'1 an avec l'espoir qu'elle se ferait en présence. Elle a été faite à distance, comme vous vous en doutez. Donc, on a dû revoir entièrement ce qui avait été prévu. Alors, elle s'est déroulée en mars 2021. Je peux tout de suite vous dire que ça s'est vraiment très, très bien passé. Ce qui a été un autre défi, c'est que nous étions la première école d'architecture au Canada à mener la visite d'agrément en mode virtuel. Donc, on a dû proposer une plateforme qui a été présentée au CCCA
quelques mois avant la visite. Ce prototype de plateforme a été accepté, donc on a effectivement procédé. Notre intention était assez élevée. On voulait proposer un transfert, vraiment un transfert d'à peu près tout ce qui était prévu en mode présence, de le proposer en mode virtuel. Donc, on a mis en place une plateforme en ligne très différente de celle qui était prévue initialement dans notre local. Ce qui était prévu n'était pas assez robuste, n'était pas assez stable. On savait que les membres du comité étaient un peu partout au Canada, qu'ils avaient des vitesses réseau variables. Bref, on voulait une plateforme la plus robuste possible. Donc, on a mis en place cette plateforme Boblop avec environ 10 000 fichiers. On a également préparé ce que j'aime appeler une carte routière. On ne voulait pas être directif et on ne peut pas être directif pour les membres du comité, c'est-à-dire leur dire quoi regarder, mais notre paysage de ressources virtuelles était tellement vaste qu'on a mis en place un narratif de 35 pages pour identifier les cours et les travaux pour lesquels l'atteinte des critères, des 24 critères dont je vous parlais tout à l'heure, était atteinte de façon particulièrement significative. Et ça les a beaucoup aidés. Ils pouvaient se déplacer où ils voulaient dans l'espace de ressources qu'on leur a évidemment préparé, mais ils avaient ces points saillants qui, pour nous, les aidaient à lire notre interprétation de l'atteinte des critères. Donc, les membres du comité ont eu accès à cette plateforme un mois avant le début de la visite, ce qui est déjà très intéressant par rapport à la situation en présence où, dès qu'ils arrivent, ils ont accès pendant 5 jours, mais pas avant et pas après. Dans ce cas-ci, ils ont pu se préparer. Ce qui nous a beaucoup aidés. Bien, vous le savez, il y a eu un enthousiasme particulier, en fait, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, pour traverser la période difficile de pandémie et faire en sorte que nos projets fonctionnent. Donc, il y a eu cet enthousiasme chez nous et le travail assez exceptionnel de notre agente de communication à l'École d'architecture, Agnès Anger, qui a trouvé la plateforme et qui s'est occupée du transfert de l'ensemble des fichiers que nous avions, de mettre en place un système qui nous permettait d'ajouter des étiquettes, des métadonnées et qui s'est aussi occupé de numériser les documents qui ne l'étaient pas. Donc, l'efficacité et la motivation de la petite équipe en place, qui a déployé des efforts significatifs, a fait la différence. Et je vous dirais que ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est le travail des dernières années, parce qu'à l'École d'architecture, nous avions déjà l'intention, même en présence, d'offrir un espace virtuel toujours plus riche. Donc, on a pu récolter ce qui était déjà en ligne pour le transférer vers cet espace-là. Donc, avec la pandémie, qu'est-ce qu'on a dû faire? Bien, numériser toutes les pièces manquantes, ça veut dire des centaines de documents, des maquettes, notamment, je dirais, des maquettes où on a utilisé un scan 3D pour offrir des fichiers de consultation interactive à distance par les membres du comité. On a transféré tous ces fichiers-là. On a établi une structure, étiqueté tous ces fichiers pour les retrouver le plus facilement possible. Chaque enseignant chez nous a eu accès à son espace, à ses espaces de cours et d'ateliers pour bien voir ce que les membres du comité consultaient et parfois répondent à des questions. Alors, tous ces préparatifs, dont la rédaction de notre narratif, a évidemment exigé énormément de temps. Mais il y a eu une récolte. Et avant d'arriver à la récolte, je pense que je vais vous partager mon bureau pour vous montrer ce que l'on a fait. Et là, en principe, vous devriez voir oui, cet espace avec un écran, oui, quatre carrés tuiles. Merci.
4 pastilles. Alors, c'est notre espace Bob-là. Vous allez dire, mon Dieu, que ça a l'air tout à fait modeste. Vous avez raison. La structure de base est assez simple. Donc, la préparation, la présentation des cours et du programme avec une visite virtuelle. Là, je vais très vite, hein, une visite virtuelle du pavillon, les rapports que l'on a produits, notre cheminement, en fait, tout ce que l'on doit comprendre sur notre programme, des affiches pour présenter tous les professeurs et tous ces documents sont également en format PDF et les membres du comité pouvaient utiliser un lecteur PDF pour saisir tous les détails. On a également quelques informations sur la période de visite qui a duré 6 jours et on arrive au plat de résistance qui est l'espace de tous les travaux d'étudiants qu'on a structurés par programme et par année. Et là, comme je sens que le 7 minutes s'en vient, je vais vous montrer une activité. Et pour vous montrer un peu ce qui en est, je me déplace vers une remise de cette activité et voici ce que les membres du comité voyaient. On voit ici notre carte routière, les points saillants de notre carte routière où on dit aux membres du comité, ben voici, dans cette activité-là, le travail qui est le plus significatif pour retrouver les critères que l'on doit atteindre. Et on a ici l'affiche du travail de l'étudiant qui peut être ouvert dans un lecteur PDF et qui permet aux membres de comité de voir toute la production étudiante. Donc, c'est un travail colossal. Mais la récolte, et c'est là où je veux en venir, et là on voit les maquettes qui peuvent être tournées, etc., c'est que ce nouvel environnement Bob-là, ben, on souhaite le garder. Il deviendra, disons que les commentaires du rapport préliminaire de l'organisme d'agrément nous laissent espérer qu'on aura un agrément pour la période longue de 6 ans. Donc, le gabarit Bob-Lop devient un espace à utiliser chaque année pour colliger les travaux. On a une organisation beaucoup plus fine de toute la documentation, donc de toute cette production des étudiants qui, évidemment, devient une référence pour l'évolution du programme, l'évaluation du programme, les programmes bac et maîtrise et le développement des programmes devient une référence pour, évidemment, les responsables, comité des études, mais aussi pour chaque enseignant, pour qu'il puisse valider, qu'il rencontre les quelques critères qu'il doit considérer dans son programme et c'est une mémoire structurée de l'ensemble de notre production académique. Je pense que je suis rendue à 7 minutes. Oui, merci Manon. Comme tu dis, c'est un travail vraiment absolument colossal. Et là, j'ai envie de relancer la question à Suzanne. Manon vient de nous faire une présentation de ce que peut être un processus virtuel. Comment ça se compare un processus virtuel avec un processus en personne? Merci beaucoup, Tony. Puis en passant, Manon, c'était très bien. J'ai bien apprécié là, de voir là, effectivement l'environnement dont tu avais parlé là, à notre pratique. Je pense qu'en temps de pandémie, le processus virtuel peut très bien remplacer le processus en personne. Je pense que ça, c'est une chose qu'on a réalisée. Par contre, il y a certaines barrières ou certaines réalités propres à un processus virtuel. Puis là, je vais juste regarder un peu mes notes. Je voulais être certaine de rien oublier. La première chose qui est peut-être différente, c'est que, bon, les membres de l'équipe d'évaluation proviennent la plupart du temps de l'extérieur de la province. Donc, il faut prendre en note les différents fuseaux horaires lorsqu'on fait un horaire de visite virtuelle. Ça a l'air fou, là, mais quand tu as quelqu'un qui est en Colombie-Britannique et quelqu'un qui est en Atlantique, tu ne peux pas commencer la visite à 8-9 heures du matin. Donc ça, il a fallu prendre ça en considération. La conciliation travail-famille aussi, ça a été un défi pour à la fois les évaluateurs, puis je dirais les représentants aussi des programmes,
surtout ceux qui avaient des jeunes enfants à la maison. Puis, dépendant aussi, si on ne pouvait pas commencer la visite tôt, des fois la visite finissait plus tard. Donc, ça aussi, ça a été un défi. Les évaluateurs, certains d'entre eux m'ont dit qu'ils étaient moins en mesure de décrocher de leurs tâches habituelles, vu que l'environnement restait le même. Donc, quand on fait une visite en personne, on prend le groupe d'évaluateurs et on les apporte sur place. Donc là, ils se concentrent à ce moment-là sur la visite. Et ça a été un peu plus difficile. C'est sûr, tout le défi des écrans, donc la fatigue aussi, il fallait prévoir. Donc, l'horaire de visite, pour la plupart du temps, ça a été modifié. Donc, on ne faisait pas des visites qui commençaient à 8 heures et qui finissaient à 5 heures. Parce qu'en personne, les journées pouvaient être très longues. Donc là, on a fait des journées plus courtes. On a peut-être aussi enlevé certaines entrevues. Aussi, d'autres défis. Puis là, je pense que j'ai à peu près 3 minutes. Je suis encore correct? Oui? OK. Encore un petit peu. OK. La communication non verbale, donc avec et entre les différents participants aux différentes entrevues. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer pour l'équipe d'évaluation. L'esprit d'entraide puis la convivialité aussi entre les membres de l'équipe pouvait être affecté. Il y en a qui ont aimé le format virtuel et j'en ai d'autres qui ont détesté. Donc, ça, c'est quelque chose quand même à considérer. Puis, je vais finir sur un dernier point, c'est que, veut ou veut pas, l'équipe d'évaluation va perdre une certaine richesse en matière de données ou d'informations, ainsi qu'en matière de compréhension de la culture du programme en n'étant pas sur place. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Donc, je vais finir là-dessus. Merci, Suzanne. Puis, une question pour Stuart cette fois-ci, puis en lien avec ce que Manon vient de nous présenter. Bon, tout ça a été mis sur une plateforme. Donc, est-ce que le fait d'héberger des informations sur des plateformes, est-ce que ça crée un enjeu pour la confidentialité des données, là, qui est quand même une partie importante d'un processus d'agrément? On ne veut pas que les données d'une université se retrouvent nécessairement accessibles à n'importe qui ou ailleurs. Alors, est-ce que ça crée des enjeux? Oui, je vais commencer par m'excuser. Je sais que Suzanne va rire de moi un peu, mais mon français, c'est définitivement ma langue seconde. Alors, je vais essayer de me débrouiller, mais si je cherche mes mots une fois de temps en temps, s'il vous plaît, me pardonnez. En ce qui concerne la confidentialité, ça dépend du niveau de confidentialité. Je dirais qu'il y a la confidentialité en termes des données d'un programme. Alors, par exemple, le programme d'architecture à l'Université de Montréal, pas avoir les projets des étudiants qui sont partagés ailleurs, mais on parle aussi de confidentialité en termes d'échantillons de travail avec les programmes qui sont liés à la santé. Les informations personnelles sur la santé ont des exigences spécifiques dans la loi. Je ne suis pas avocat, mais je me suis fait dire ça par nos avocats. Puis, en effet, des exigences spécifiques provinciales et nationales pour les informations personnelles sur la santé, il exige d'avoir soit des responsables de confidentialité ou bien être un responsable de confidentialité, mais si on commence à penser qu'on a un visiteur en Colombie-Britannique, on a un autre à Saint John's en Terre-Neuve et puis le programme est à Montréal, là, on commence à parler de 3 provinces différentes qui traitent les données personnelles sur la santé un peu différemment. Alors, c'est sûr qu'avoir un système qui a des centres de données canadiens, qui a des voyons. Tu vois, là, je commence à chercher mes mots. Qui ont des systèmes sécurisés pour pouvoir que les visiteurs accèdent aux données qui ne soient pas partageables ailleurs. Alors, question de mettre une auto-évaluation. Oui, c'est ça. C'est une question de compatibilité. Oui, c'est compatibilité, mais c'est aussi qui peut télécharger les données, par exemple. Le système BobLob, d'après moi, ce que j'ai vu, c'est un système fermé. Alors, tu peux consulter dans le système, mais une fois sorti du système, tu n'as plus accès. Tandis que d'autres places, parce que c'est des PDF, ou bien c'est des documents Word, ou bien c'est des... Ça, c'est téléchargé sur des ordinateurs de côte à côte au Canada. Alors, il y a beaucoup d'enjeux en ce qui concerne la confidentialité ici.
Je dirais, comme point final, parce que je pense que ça fait à peu près 3 minutes, l'adhérence aux lois sur la confidentialité de l'information personnelle et de l'information scientifique provinciale et canadienne, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder quand on commence à parler de visite virtuelle. Alors, j'ouvrirai la période de questions sur cet aspect-là, sur l'aspect visite virtuelle, visite en personne, à n'importe lequel de nos panélistes qui s'est déjà exprimé. Alors, vous pouvez utiliser la main levée ou utiliser la boîte de discussion et je vous demanderai de dire à qui votre question s'adresse, s'il vous plaît. Je vois pas de questions, mais il y a peut-être entre les panélistes, si les gens dans l'audience n'ont pas de questions, il y a peut-être des interventions. Je vois Manon qui brûle de poser une question. Ben, en fait, c'est un commentaire parce que j'écoute les interventions de mes collègues et je dirais que pour la prochaine visite d'agrément, il est évident qu'on va porter un regard plus fin sur la confidentialité. J'avoue qu'on a agi dans l'urgence et je ne reviens pas sur l'enthousiasme que j'ai exprimé tout à l'heure. Les membres du comité d'agrément étaient très heureux de pouvoir accéder à cette plateforme. Je pense on a travaillé dans un mode de confiance. Mais effectivement, à partir de BobLob, je peux ouvrir le PDF sur mon ordi et faire ce que je veux avec. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'institution, il faudrait, là, on a un modèle qui fonctionne. Est-ce qu'il faudrait demander chez nous au TI de créer un modèle un peu analogue, mais avec un niveau de sécurité qui est plus élevé? Il faudrait qu'on réfléchisse à ça. On a des fiches d'évaluation des étudiants, on a des données sensibles, même si je comprends qu'on n'est pas au niveau de la santé, là, mais on a des données sensibles dans cet environnement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne vois pas d'autres interventions, mais tout au fil, j'invite les gens de l'audience. Ah, il y a une question de Béchara. Oui, Bonjour, ben en fait, bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est surtout un commentaire. J'étais directeur à l'époque quand on a fait la visite d'agrément justement de l'école d'architecture, et je dois dire que oui, la réception de la part de l'équipe de visite a été très très positive. Chaque email que je reçois de leur part, ça finit toujours en remerciement de la qualité de la visite finalement. Je pense que la différence, comme Manon disait tout à l'heure, peut-être une information qui est importante, c'est qu'en général, les visites sont limitées dans le temps et en 5 jours, tout se fait. Le fait qu'on ait donné accès aux documents des étudiants un mois avant, en fait, ils ont vraiment eu le temps de travailler dessus. La visite a été étendue un petit peu. Au lieu de l'avoir sur 5 jours, on l'a eu sur 7 jours, 6 jours. Mais finalement, les membres du comité ont même annulé des rencontres qui étaient prévues. Il y avait plusieurs rencontres avec les professeurs et puis après la première rencontre, ils ont dit on a toutes nos réponses. En fait, on sait, on en a tout compris. Il n'y a pas besoin d'encore creuser les choses. Les rencontres les discussions que j'ai eues avec le CCCA après la visite, en fait, sont même très positives. Puis ils pensent recommander donc peut-être l'interface ou en tout cas le modèle de ce qu'on a mis en place pour cette visite-là, pour la suite des choses, en fait. Donc, c'est quand même, je dois dire, c'est quand même très positif. Je comprends ce que Mme Dano a dit par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir. Tout à fait vrai. C'est vrai que les journées commençaient à 11 heures. Donc, en fait, on avait des journées assez réduites, mais en ayant étendu un petit peu plus, ça a fonctionné pour tout le monde. Et la confidentialité, oui, c'est un problème. Ça c'est certain que plus on va vouloir contrôler les documents, plus ça va être difficile d'accès et plus ça risque de poser des problèmes. Mais c'est vraiment un travail de préparation ultimement. Je pense que le travail que Manon a montré aussi de codage des informations, ça a été une énorme différence parce que plutôt que de balancer 10 000 documents, et là on ne sait pas par où commencer, on va imaginer en 5 jours, ils ont eu 1 mois pour passer à travers et en même temps, ils ont une carte de route pour pouvoir savoir où regarder et comprendre un petit peu ce qu'on leur disait. D'où le fait que la visite devenait moins importante en fait que l'analyse des documents. Merci, Béchara, pour cette intervention-là qui met tout à fait la table à la prochaine question qu'on voulait aborder. Puis vraiment, là, si on avait voulu scripter, ça n'aurait pas été mieux. Justement, la contribution que le processus que l'École d'architecture de l'Université de Montréal a amené, dans le fond, à peut-être
influencer le processus d'agrément de l'organisme d'agrément. Puis j'espère que la présentation d'aujourd'hui pourra donner des idées à d'autres à l'Université de Montréal. Mais je voulais poser justement la question à Suzanne. C'est quoi les défis d'intégrer des changements justement au processus d'agrément? OK, je vais essayer de vous expliquer ça. Puis Stuart, si jamais j'oublie des choses, tu peux ajouter ton grain de sel. Puis je vais vous dire, c'est comme un peu ma vision aussi de mon point de vue par rapport aux défis. Donc, il faut comprendre que pour la plupart des agences d'agrément, les changements qu'on amène aux politiques, aux procédures, aux normes, premièrement, ça va être basé sur un processus de consultation plus ou moins exhaustif qui représente, dans le fond, les changements dans la profession, mais aussi dans la société en général. Donc, dans la société en général, je sais que tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de toute l'inclusion, la diversité, les données à ce niveau-là. Ça, on peut dire que ça reflète quand même les changements dans la société et ça influence, si on veut, nos professions. Puis, ça va aussi selon un cycle qui peut aller de quelques à plusieurs années. Donc, tout ça, ça fait que c'est long quand on veut faire des changements. L'autre chose que je note, c'est même avec un processus de vote en place, le consensus va être beaucoup utilisé comme outil décisionnel au niveau des agences d'agrément. Et les comités qui prennent les décisions sont aussi majoritairement composés de bénévoles. Donc ça aussi, ça peut augmenter le temps. Puis on l'a vu aussi pendant la pandémie. Moi, j'avais des gens qui travaillent dans des milieux hospitaliers. Je peux vous dire que ça a été très difficile pour eux de continuer leur travail au niveau, dans le fond, de nos comités, alors qu'au niveau du travail, c'était vraiment exigeant. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, puis je parlerai peut-être d'un principe d'équilibre, c'est que c'est par rapport au développement puis à la mise à jour des normes. Les normes, puis quand je dis normes, tantôt vous avez mentionné standard, c'est la même chose. Les normes doivent être suffisamment rigoureuses pour assurer, dans le fond, la confiance des partenaires, des parties prenantes du programme au fait que la qualité va être au rendez-vous. Donc ça, c'est la première chose. Mais en même temps, il faut que les normes soient suffisamment flexibles pour encourager, dans le fond, l'innovation, la créativité. Il ne faut pas bloquer les programmes à ce niveau-là. Puis ça, c'est tout un art. C'est tout au niveau, quand on établit pour une profession des normes, c'est toujours trouver le point d'équilibre entre être suffisamment rigoureux pour être sûr que la qualité va être au rendez-vous, mais en même temps être suffisamment flexible pour que les programmes puissent innover, donc pour continuer de s'améliorer. Parce que si on reste statique, éventuellement, on va débouler la colline. Ça ne fonctionnera pas. Donc ça, dans le fond, tout ça, c'est pour vous dire que l'agrément, habituellement, ce n'est pas un processus rapide. Puis les changements qu'on va faire, ce n'est pas rapide non plus. Donc, là, pour en revenir à la pandémie, donc c'est sûr que, comme toute institution, incluant l'institution d'éducation, bon, la pandémie, c'est venu bouleverser à nous notre quotidien. Soudainement, on ne peut plus voyager. Les membres des équipes d'évaluation ne sont plus disponibles. Le plus gros changement, puis le plus gros défi, je dirais, pour la majorité des agences, ça a été, dans le fond, la mise sur pied des visites virtuelles. On a été obligé de s'adapter. Heureusement, on a eu l'aide, puis Manon, c'est un bon exemple, on a eu l'aide des programmes, surtout ceux-là qui sont passés en premier. Entre agences, on s'est beaucoup entraidés parce que dans le monde de l'agrément, avant la pandémie, ce n'était pas vraiment une pratique, je vous dirais, qui était recommandée, de faire ça virtuel. Donc là, tout d'un coup, si on veut éviter, dans le fond, vous savez, on ne savait pas comment longtemps ça durerait. Il y a des programmes qui étaient prêts à procéder. Donc, c'est ça. Donc là, c'est ça. Il a fallu s'adapter très, très vite. L'autre point aussi que je veux faire, c'est que les agences qui utilisaient un processus, dans le fond, au niveau des décisions, eux autres aussi ont été obligés dans le fond, il y a des agences qui prennent des décisions en personne. Ils vont faire des réunions quelques fois par année. Il y en a d'autres qui prenaient déjà les décisions en mode virtuel. À ce niveau-là, ils ont été aussi obligés de s'adapter. Donc, OK.
Je voulais vous donner quelques exemples quand même des changements qui ont été rapidement mis en place, surtout en début de pandémie. Je vous dirais que l'exigence de soumettre des rapports pour les changements substantiels, ça a été suspendu pour la plupart des agences pendant une certaine période de temps, du moins. Les compétences normalement exigées ont été maintenues pour la plupart, mais il y a eu des changements au niveau des milieux ou encore des champs de pratique exigés. Et la télépratique puis les activités, dans le fond, de simulation ou d'autres activités que je qualifierais d'alternatifs ont pu remplacer les heures de stage, du moins en partie. Ensuite, un dernier point que j'aimerais faire, c'est que oui, le COVID, ça a été difficile, mais il y a quand même eu des aspects positifs, même au niveau des agences d'agrément. Là-dessus, je rejoins Manon. Donc, pour nous, ça nous a permis, entre autres, quelque part, de réfléchir sur les procédures, d'identifier des nouvelles façons de faire, d'améliorer l'efficacité. Puis moi, dans le fond, si je pense à mon propre programme, ça a permis, dans le fond, des opportunités de changement qui n'auraient pas été possibles ou encore qui auraient pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Parce qu'on n'est pas des organisations qui bougent, si on veut, rapidement. Des fois, une certaine résistance au changement aussi. Mais là, tout d'un coup, il y avait une opportunité. Puis à ce niveau-là, ça a été plaisant. Puis je finirai en vous disant que les changements apportés au processus d'agrément, ils ne seront probablement pas tous temporaires. Certains deviendront tout simplement peut-être une nouvelle façon de faire ou encore vont être adaptés à notre réalité, dans le fond, post-pandémique. Merci, Suzanne. Je pense que tu donnes déjà la main à la question que j'ai envie de poser à Manon. Puis Manon l'a déjà évoqué tantôt dans sa présentation initiale sur les changements qui sont des changements de nature temporaire d'adaptation, mais tout à coup, ces changements temporaires-là qu'on veut rendre pérennes parce qu'on y voit des avantages. Alors, chez vous, Manon, il y a justement de ces changements-là. Tu les as évoqués un peu tantôt. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, voilà, je cherchais mon micro. En fait, je pense que je vais peut-être faire une petite introduction ou en fait peut-être, je peux dire une correction, pas une correction, mais là, j'ai exprimé mon enthousiasme parce que je voulais vous présenter la plateforme, mais il y a quand même eu un bémol de la part de certains profs, plusieurs profs chez nous qui finalement, et peut-être en raison de ce que Béchara disait, certaines rencontres ont été annulées parce que les membres du comité n'avaient pas besoin là, de creuser certaines questions, mais le plaisir et comment je pourrais dire, les rencontres en présence, même informelles, n'ont pas eu lieu. Et on a senti chez nous que les profs étaient restés en reste, là, dire, ben oui, mais on n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire, et puis on n'a pas été en contact, et on n'a pas été capable de sentir où ils en étaient, etc. Donc, peut-être que je suis pas au bon moment pour exprimer cet aspect-là. Tony, je vais répondre à ta question un peu mieux dans un instant, mais il y a peut-être un modèle hybride finalement, qui serait l'idéal. Et pour nous, qu'est-ce qu'on garderait? C'est certainement cette infrastructure. Est-ce que c'était la meilleure plateforme? On pourra en juger dans les prochaines années. Elle était excellente, Bob Lop, pour ce qu'on a fait, mais en tout cas, ce modèle-là, on veut le garder. On était déjà engagé, je l'ai dit, dans une volonté d'avoir de plus en plus nos travaux numérisés, et ça veut dire aussi à chaque session d'inviter les enseignants à sélectionner pour chacun de leurs cours de 3 à 6 travaux. Ben, si on pouvait le faire de façon plus systématisée, ayant ce gabarit, c'est clair qu'on va le faire. Et ça pose la question difficile. Elle a toujours été difficile pour nous, la question de l'archivage. Imaginez-vous, quand on avait juste des maquettes et des affiches, l'espace qu'il fallait occuper, puis la façon qu'il fallait organiser nos documents, c'était l'enfer. Je ne vais pas vous raconter des choses, là, c'était pas drôle du tout. Je pense qu'on peut faire mieux au niveau du numérique, mais il faut être terriblement bien organisé et tout le temps bien organisé pour que l'archivage puisse être efficace. Mais on aimerait garder ça. C'est le premier élément, je pense, qu'on aimerait garder et ça serait une contribution tant pour l'évaluation des programmes, où là, on aurait à portée de main la production des étudiants pour porter un regard sur la pertinence de ce qu'on fait, etc.
Merci Manon, j'aime beaucoup la perche que tu lances vers l'évaluation périodique des programmes. Je pense qu'on a aussi à apprendre plus largement, si on sort du cadre strict des programmes sous agrément, de regarder aussi comment les programmes sous agrément peuvent influencer nos façons de faire dans l'évaluation périodique des programmes. J'ai envie de prendre de zoomer out, comme on dit en mauvais français, puis d'aller voir du côté de Stewart comment, avec un regard pan-canadien sur tous les organismes d'agrément, comment les programmes, eux, se sont adaptés au processus d'agrément, comment vous avez été en contact avec les programmes sur une échelle canadienne, comment vous avez vu l'adaptation des différents programmes au processus d'agrément? Dans la grande majorité, les programmes se sont adaptés très bien aux visites virtuelles. Je pense que je donne un petit, je vais utiliser mon mot français moi aussi, un petit teaser à une des réponses, une des questions plus tard, mais la question n'est pas en termes d'adaptation du programme. C'est vraiment les agences d'agrément qui ont dû être un peu flexibles dans l'application de nos normes, je dirais. Je sais qu'il a fallu qu'on change nos normes, il a fallu qu'on adapte nos processus pour les visites virtuelles, etc. Alors, en faisant ça, on donnait, dans le fond, un cadre dans lequel les programmes pouvaient s'adapter. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'adaptations en termes de télépratique. Suzanne en a parlé tantôt. Suzanne a aussi parlé de la lenteur de nos processus d'agrément des fois. Alors, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup bon, là, je cherche mon mot, d'extension de termes d'agrément. Justement parce qu'on n'a pas pu mettre en place les processus d'agrément virtuel avant que certains programmes qui auraient pu être agréés. Mais mon teaser pour tantôt, c'est vraiment que qu'est-ce qu'on a vu de la part des programmes? C'est une très belle adaptation, mais on voit aussi qu'il y a vraiment des programmes qui ont les moyens de s'adapter très vite et il y a d'autres programmes qui n'ont peut-être pas les moyens de s'adapter très vite. Alors, je sais que l'argent n'arrange pas tous les problèmes, mais dans ces cas-là, c'est vraiment question d'être certain au niveau de l'agrément qu'on ne crée pas un système 2 tiers pour les programmes qui sont très bien financés et les programmes qui ne sont pas très bien financés. Alors, je pense que j'ai rempli à peu près mon 3 minutes, alors je vais arrêter. S'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Je garderai peut-être la question des moyens et de l'équité entre les programmes pour y revenir tantôt, parce que je pense que c'est une question intéressante. Puis là, ce serait le temps d'ouvrir la période des questions vers les participants et les participantes. Alors, si vous avez des questions, des commentaires aux panélistes, c'est le temps. On a parlé d'adaptation, on a parlé de changements, d'opportunités qui ont été créées, qu'on voudrait rendre pérennes. Alors, vous devez avoir dans vos programmes des réalités aussi qui résonnent à ce que vous venez d'entendre. Alors, j'inviterai vos commentaires, là, soit en levant la main ou dans la boîte de discussion. On explique trop bien, Tony. Il n'y a pas de question. Ou encore, vous reflétez très, très bien la réalité, puis les gens ont moins de choses à ajouter, ou les gens sont dans l'espérance. J'ai envie de lancer une question à tout le monde. Est-ce que vous êtes dans l'espoir de tous revenir à des modes en présentiel, ou vous pensez qu'on va revenir vers un mode hybride? Il y a Natacha Trudeau qui lève la main. Bonjour, Natacha. Honnêtement, nous, on venait... oui, mon micro, oui. Honnêtement, nous, on venait d'avoir notre agrément, donc le prochain est dans 7 ans. Ça fait que je pense qu'effectivement, on se sent peut-être moins interpellé par les aspects d'agrément à distance. Puis d'un autre côté, le virage technologique, on le fait beaucoup du côté pédagogique,
Puis je pense qu'on se dit, ben, dans 7 ans, on verra si c'est hybride, on est bon. Là, je pense qu'on le voit venir, puis on se dit, on a découvert un talent caché qu'on avait là, pour la distance, puis pour gérer toutes sortes d'affaires à distance. La pandémie, je pense, nous a rendu confortable avec l'idée que ben, on verra. Si c'est à distance, on s'adapte. Puis si c'est en présence, on s'adapte. Là, on commence par s'adapter pour les cours du mois de septembre. Tu sais. Fait que, mais c'est super intéressant de voir les solutions qui ont été pensées, là, particulièrement là, dans le programme d'architecture. Merci, c'est vraiment inspirant parce que c'est sûr qu'il y a des aspects différents dans un processus d'agrément, mais j'espère que je suis d'accord avec la position qu'il y a quand même quelque chose à venir chercher pour le comité évaluateur en venant s'imprégner d'une culture départementale qu'on n'aura jamais via Zoom. Est-ce que le processus changera pour qu'il y ait des dépôts bien d'avance puis qu'il y ait des visites virtuelles? Mais je pense j'espère qu'on ne s'en va pas du tout vers une modalité à distance à plus long terme, si c'est possible. C'est sûr qu'au niveau des coûts, il y a des économies intéressantes à faire, là, de ne pas héberger pendant 5 jours 3 personnes qui viennent en médecine vétérinaire, my God, ils viennent des États-Unis puis ils sont 10. Ça doit coûter tellement cher. Mais est-ce que les 10 personnes ont besoin de venir sur place? Est-ce que je pense que tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. C'est un bon point. Il y a Claudia Gagné qui va intervenir, puis ensuite Michel Rivard. Oui, bien, pour répondre à votre question, nous, effectivement, c'était la première fois que c'était complètement à distance. Ben, en fait, à distance, point, parce que c'était même pas en partie à distance avant. Donc, ça les a forcés, notre association professionnelle, à s'organiser pour le faire. Ça a été... Juste pour situer tout le monde, quand on dit nous, vous venez de quel département? Oui, désolée, j'ai effectivement Claudia Gagné, professeure en mathématiques, donc j'administre le programme d'agrément de l'actuariat. Donc, c'est l'Institut canadien des actuaires avec qui on a un programme d'agrément. C'est un processus pas mal simplifié par rapport à ce que je constate en médecine vétérinaire, là. Mais nous, ils faisaient des visites, au contraire de ce que je vois. Nous, ils ont fait lorsqu'on a demandé l'agrément, ils ont fait une visite très, très complète. Et après ça, ça a été des visites à chaque année. Annuellement, ils viennent sur place. Mais ce n'est pas de la même ampleur que ce que je constate là, dans d'autres programmes. Par contre, effectivement, ils venaient à chaque année rencontrer tous les professeurs de tous les cours liés à l'agrément. On devait fournir des copies d'étudiants pour chacun de ces cours-là. Donc, en termes de documentation, c'était quand même de façon assez détaillée. Là, ça les a forcés à le faire à distance et aussi à nous alléger un peu l'ampleur de la documentation qui était requise. Et ça, c'était une demande qu'on avait, mais qu'ils hésitaient. Bon, ils ont toujours des membres, là. Nous, c'est quand même des membres de l'association professionnelle qui sont leurs membres et il y a toujours une reddition de compte. Ils veulent toujours rassurer leurs membres qu'ils font leur devoir sérieusement en faisant les vérifications annuelles. Bref, ça les a forcés à alléger un peu. Puis pour l'avenir, ça va être par défaut, ça va être à distance. Et peut-être qu'une fois ou 3 ans, ils vont venir sur place parce que je suis d'accord avec le commentaire qui a été évoqué là, juste précédemment, de dire que ça paraît pour eux important de s'imprégner de la culture de l'école, du département. Et puis pour eux, c'est les mêmes examinateurs qui font toutes les universités. On est 10 à l'université agréée au Canada. Là. Ça leur donne un meilleur point de comparaison, je pense, quand ils viennent sur place, que quand c'est seulement à distance. Voilà. Merci. Merci. Michel de l'ESPOUM. Oui, bonjour. Merci à vous tous. Merci Manon, heureuse de te revoir dans un autre contexte. C'est fort intéressant. Nous, à l'École de santé publique, on a un agrément un peu différent, à savoir que c'est un agrément de faculté. Donc, c'est un autre exercice d'une ampleur considérable aussi. C'est un agrément par un organisme américain. On est actuellement en train de travailler au renouvellement de notre agrément qui se termine en 2022 pour un renouvellement donc pour une durée de 7 ans. Notre visite de site aura lieu dans 1 an.
Bien entendu que cet organisme a effectué des visites d'agrément, je le voyais avec leur newsletter, des visites d'agrément virtuelles depuis la pandémie, et ils sont en train de modifier justement leurs procédures. Ils font ça périodiquement et ça va être intéressant de voir vers quel modèle ils vont aller. Je soupçonne également qu'il y aura en juin 2022, ils vont se déplacer pour venir, mais peut-être que ça sera un modèle hybride, effectivement, mais ça va être intéressant à voir. Et on poursuit parallèlement le même type d'agrément, je dirais, de faculté auprès d'un organisme européen. Alors là, les évaluateurs nous viennent encore plus de partout dans le monde et c'est également un processus, d'ailleurs, légèrement calqué sur le processus américain en termes de leurs critères et des procédures. Donc, j'ai hâte de voir aussi on aura une visite de site dont la date n'est pas déterminée. Donc, ça, je peux pas dire ce qui s'en vient. J'ai pas l'expérience depuis un an des visites de site, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. L'autre élément où je voulais intervenir, c'est de dire comment je salue le travail incroyable que vous avez fait en aménagement. On doit faire notre mea culpa à l'école que le suivi de notre premier agrément de faculté qu'on a eu en 2017 a été légèrement déficient parce qu'on manque justement de ressources, je dirais, où on n'a pas mis les ressources que vous avez mis pour justement avoir un monitoring adéquat. C'est un exercice d'agrément, c'est un prétexte, dans le fond, pour l'amélioration continue de nos façons de faire qui déborde dans le cadre d'un agrément de faculté. Il n'y a pas que c'est tous nos programmes, c'est la recherche, c'est la gouvernance, c'est plein d'autres choses, là. Mais donc, c'est une occasion, un exercice de préparation d'agrément, peu importe les critères de l'organisme, pour se poser des questions sur comment on va s'assurer de mettre en place des processus de suivi, de monitoring continu. Et ce que vous avez fait comme développement de plateforme, c'est remarquable, là, en dehors des enjeux qui ne sont pas négligeables de confidentialité. Peut-être qu'il faut fonctionner plus. Nous, on avait l'intention de mettre en place quelque chose plus avec notre intranet à l'intérieur de l'école plutôt que justement accessible à l'externe. Mais en tout cas, je voulais juste saluer le travail que vous avez fait. Puis Manon, même si tu n'es plus là, peut-être que tu pourras me guider vers des collègues de la faculté parce que j'aimerais rediscuter de ça avec vos collègues qu'on bénéficie de votre expérience et expertise. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Manon. Merci tout le monde. Merci Michel. J'en profite aussi pour dire comment le travail de l'École d'architecture va nous faire réfléchir aussi. Samuel vous a parlé d'un livrable qu'on envisage pour l'an prochain sur comment mettre en place des processus continus pour nourrir justement des processus d'agrément parce que les organismes d'agrément nous le demandent. Mais moi, au niveau de l'évaluation périodique des programmes, je suis rendu là à réfléchir aussi à l'échelle de l'université, comment on passe de quelque chose de cyclique où on travaille beaucoup dans un temps restreint plutôt d'amener ça sur une échelle continuelle où on nourrit nos systèmes d'information pour être capable de poser des diagnostics, parce que c'est ça qu'on nous demande, des diagnostics à des moments précis. Et je pense que le travail de l'École d'architecture est vraiment fantastique à cet égard-là. J'ai envie de changer un peu de sujet puis d'aller vers Julie Verdi, qui n'a pas encore eu le temps à qui on n'a pas donné l'occasion de parler. Puis on a évoqué ça un peu, je pense que l'intervention de Natacha l'a évoqué un peu sur les méthodes pédagogiques innovantes auxquelles on a été forcés de recourir. Puis Julie a été, je pense, exposée à toutes sortes d'innovations à l'échelle de l'université. Puis la question que j'avais pour Julie, c'est, bon, les programmes ont recouru à ça. Est-ce qu'il y a des exemples d'innovation qu'on pense qui vont devenir peut-être plus pérennes parce qu'on juge que la qualité de la formation qui est issue de ces nouvelles méthodes pédagogiques-là est renforcée? Je vais te donner la parole là-dessus, Julie. Parfait, merci Tony. Donc oui, c'est ça, comme conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire, on accompagne en temps normal les programmes sous agrément dans leur refonte ou dans leur innovation pédagogique. Puis donc, pendant la pandémie, on a été vraiment appelés à soutenir, dans le fond, les équipes facultaires au quotidien dans le but qui était pas de passer à de l'enseignement à distance, même si c'est ça qu'on a fait, mais le but, on le sait, c'était de poursuivre la diplomation, de poursuivre l'enseignement. Donc, dans une double contrainte, donc justement passer à un enseignement en ligne, ce que la plupart n'étaient pas prêts à faire nécessairement de façon instantanée, et puis dans un contexte de distanciation forcée,
qui avait de l'impact, entre autres, sur les capacités d'accueil de nos milieux partenaires pour recevoir des stagiaires. Donc, il y a eu beaucoup de, tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu, d'ajustement d'activités pédagogiques, de cours, de grilles programmes, même de façon de travailler, de synergie au sein des équipes. Mais malgré tout ça, en fait, ce qu'on en retire, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que collectivement, on a vraiment fait des grands bonds au plan de la pédagogie. Ça nous a vraiment amené à innover. Les équipes ont vraiment fait preuve là, de créativité incroyable, d'une adaptabilité exceptionnelle. Puis je lève mon chapeau, entre autres, aux programmes qui ont lancé des nouveaux programmes à travers tout ça. Donc, ça a été vraiment des entreprises exigeantes, mais en même temps qui ont porté quand même, je pense, des fruits. Donc, avec, c'est ça, une valeur ajoutée. Il y a plusieurs innovations pour le cadre du panel. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de présenter peut-être les 3 familles d'innovations qui attirent l'attention. On a nommé tantôt là, toute la question de la téléconsultation puis de la téléintervention qui est vraiment qui s'est déployée. En fait, c'était pas quelque chose de nouveau, c'était dans les cartons de beaucoup de cliniques universitaires, mais le fait d'être obligé de le faire, ça a poussé les équipes à dire « OK, on y va, quitte à ce que ça soit pas parfait, on se lance ». Donc, toute la question d'avoir des patients à distance a permis d'aller chercher, oui, une clientèle qui est habituellement pas possible de desservir, mais qui a permis aussi aux étudiants de développer des méthodes de travail qui risquent d'être sur le marché du travail aussi. On sait que dans le milieu du travail, la téléconsultation, la téléintervention va sûrement demeurer. Donc, je pense à tout le travail de nutrition, de kinésiologie, même si on peut souvenir un ordre, mais puis d'orthophonie, qui ont mis de l'avant tout ça. Puis des exemples, en fait, de ce que les équipes disaient, il y a même dans la téléconsultation des techniques d'intervention qui n'existaient pas ou qui n'avaient pas mis de l'avant, puis qui a été mis de l'avant, par exemple, intervenir auprès de jeunes enfants. Parfois, ça se faisait en bureau. Bien, parfois, ça se faisait en bureau. Mais là, à distance, on demandait aux parents de filmer l'enfant en interaction ou en action. Et puis après, les intervenants visionnaient avec le parent. Donc, ça a développé comme une espèce de portion de coaching qui habituellement n'était pas là. Alors, de ça naît vraiment des pratiques à retenir. Ensuite, le deuxième volet, on en a parlé un peu aussi, toute la question des stages qui a été vraiment majeure. Donc, de se dire, on ne veut pas perdre de la qualité, mais on veut continuer à diplômer, on veut continuer à former. Donc, toute la créativité qui a été mise en arrière de ça pour créer des activités de simulation, des activités de stage qui ressemblaient le plus possible à la réalité. Des fois, c'était impossible de maintenir avec des patients ou des clients ou des clientèles. Mais encore là, ce qui est ressorti de ça, c'est que dans certaines activités, les équipes, ce qu'elles disent, c'est qu'elles ont pris le temps parce qu'elles étaient obligées de prendre le temps parce que d'habitude, une session, ça roule, on a des idées, mais ça roule tellement, il y a tellement de choses à faire qu'on ne prend pas le temps. Elles ont mis en place des activités qui vont permettre de mettre tous les étudiants face à une situation qui est peut-être impossible de recréer dans tous les milieux de stage. Donc, c'est vraiment une plus-value, une activité de simulation ou d'intervention qui n'est pas totalement réelle, mais soit des patients partenaires, mais qui permet de s'assurer que tous les étudiants ont été en contact avec ce type de situation-là. Et puis, le troisième volet, en fait, la troisième famille d'innovation, je dirais, c'est toute l'utilisation des outils en ligne. Donc, c'est tous des outils institutionnels qu'on avait déjà, des plateformes de collaboration, par exemple la suite Office, là, où les étudiants et les enseignants ont l'occasion de collaborer en temps direct. Ça devient la norme, ça devient la norme, on le voit, là, ça va être sur le marché du travail, les enfants, même à partir du primaire, là, vont utiliser ces outils-là. Puis ce que ça permet de faire, justement, je pense que ça permet d'actualiser toute la pédagogie active, plus active, et puis ça permet aussi une plus grande efficacité. Encore une fois, l'exemple que j'ai en tête par rapport à ça, c'est un programme où il y a des stagiaires à travers le Québec. C'est beaucoup de précepteurs et tout ça. Et puis, il y avait des évaluations de mi-stage. Mais on était encore avec du papier, comme ça se passe dans certains programmes parce qu'on n'a pas eu le temps de tout transformer. Et les évaluations de mi-stage, dans le fond, arrivaient à la coordination juste vers la fin du stage. Puis, tout a été transféré sur Studium. Alors, ça a vraiment créé une efficacité pour vraiment s'assurer qu'en milieu de stage, les bons coups, les trucs à améliorer soient déjà nommés.
Alors, deux grands éléments pour moi ressortent là, de ces trois grandes familles-là. C'est de l'appropriation des nouvelles technologies qui ont amené vers une plus grande pédagogie active on va repenser, je pense, nos 3 heures en classe. Il va falloir rendre ça pertinent que les étudiants soient pendant 3 heures à nous écouter en classe. Et la deuxième chose, c'est toute la question de la technologie. Dans plusieurs programmes, ce qu'on me dit, c'est que l'utilisation de la technologie, des téléconsultations, puis tout ça, ça venait bonifier l'enseignement de certaines compétences technologiques qui étaient au programme, puis qui, des fois, étaient difficiles d'aller toucher. Puis ça touche aussi, en fait, tout au référentiel là, de la compétence numérique qui est mis de l'avant au plan national. Donc, c'est ça, la dernière année, presque et demie, ça va avoir permis à tout le monde d'expérimenter, de faire des essais, des erreurs, trouver des bons coups, faire des bons coups, puis qui va permettre, je pense, à tout le monde d'avoir peut-être un regard plus éclairé sur les bonnes méthodes à mettre de l'avant pour répondre aux objectifs qui sont choisis dans notre programme. Puis je finis sur la phrase qu'on a souvent entendue en temps de pandémie là, de Winston Churchill, qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Donc, profiter de tout ça pour vraiment actualiser nos pratiques. Merci Julie pour ce panorama des opportunités d'innovation et des innovations. Puis ça m'amène à poser, puis tu as évoqué la question de la simulation, comment la simulation peut améliorer l'exposition dans une cohorte d'étudiants pour des situations justement plus rares. Puis ça, c'est une question qu'on pose souvent aux organismes d'agrément. Puis là, je vais me tourner vers Stuart, où la place de la simulation, j'ai l'impression, pour avoir participé à des agréments aussi, que parfois la simulation, c'est vu comme un pauvre succès d'année. Alors, je voulais voir, est-ce que la simulation va être vue autrement maintenant? Puis peut-être là, justement, c'est peut-être le temps aussi de regarder l'enjeu des moyens dont les universités disposent pour justement entrer dans des travaux de simulation là, qui peuvent demander plus ou moins de coûts. Oui. Alors, Tony, je pense que tu as répondu un peu à ta propre question, mais je vais résumer un peu. Oui, c'est en effet, Julie, elle a pris des très bons points en ce qui concerne l'accessibilité et la flexibilité des simulations. C'est vrai que quand on parle de simulation, quand on parle de simulation structurée, on peut mettre tous les étudiants à travers d'une même simulation. On parle justement de faire, moi l'organisme à qui j'appartiens quand je ne suis pas président de l'AAC, c'est que c'est la Société canadienne de psychologie. Alors, les simulations, c'est quand même quelque chose duquel on se parle. Mais l'affaire, c'est qu'une simulation, même si elle est accessible, même si elle est flexible, elle ne remplace pas les stages avec des personnes réelles. Puis ça, dans le fond, c'est le point d'exclamation qu'on met sur la plupart de nos normes d'entraînement, c'est que oui, c'est bon d'être capable, je pense encore à ma discipline, si on administre des tests psychologiques, savoir administrer un test, en parler à quelqu'un, si c'est un superviseur ou un précepteur ou quelque chose de même, avoir un milieu contrôlé pour faire ça, dans le fond, c'est une simulation. Mais ça ne remplace pas ce qu'il va faire, c'est si par exemple, tu as un test qui demande un petit jeu de blocs ou quelque chose de même, puis tu as un enfant qui prend les blocs et qui les pitch partout. C'est des affaires qui vont jamais vraiment se trouver dans une simulation. J'en ai parlé un peu tantôt, mais je vais en revenir. Des simulations dépendantes de leur complexité peuvent être très chères. Et alors, on parle encore d'un système 2/3 ou de l'enjeu de l'équité entre des programmes qui ont les moyens et des programmes qui n'en ont peut-être pas. Alors, c'est vraiment quelque chose des questions à se poser, dans le fond. Quand on parle de simulation, c'est que c'est la validité de la simulation en plus de la flexibilité ou bien de l'accessibilité, puis aussi l'accessibilité de la simulation en termes des programmes qui veulent l'offrir. Je pense qu'il me reste 15 secondes. Je vais vous les redonner, Tony. Moi, je vais les relancer à Suzanne Lano.
Merci. Si tu veux, je vais les relancer à Suzanne parce que là, on a parlé justement de simulation et d'équité, mais sur un plan plus large, là, est-ce que la question de l'équité, quand on travaille sur des standards ou des normes, est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on prend en compte le fait que certaines normes peuvent devenir inéquitables pour des petits programmes qui n'auraient pas les moyens de développer les méthodes pédagogiques appropriées? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la réflexion des organismes d'agrément? Oui, absolument. Je pense que ça fait partie de la réflexion. Tu ne veux pas désavantager les plus petits programmes. Tu veux t'assurer aussi, quand on développe des normes, on veut s'assurer aussi que les programmes soient capables de les atteindre. Si on développe une norme qui n'est pas atteignable, ça sert à quoi finalement? Donc ça aussi, ça fait partie du processus quand on développe des normes. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de discussions qui se cachent derrière, dans le fond, des mises à jour de normes, par exemple, ou des changements aux normes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux, dans le fond, si on veut, là, par la scène en arrière. Là. Ce serait le temps maintenant, si vous avez des questions, des interventions à faire aux panélistes. La question est ouverte sur adaptation, méthode innovante en pédagogie. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez l'intention ou de l'intérêt d'avoir des discussions avec vos organismes pour influencer l'évolution des normes et des standards pour que, par exemple, l'exemple de la simulation, c'est un exemple, mais la téléconsultation pourrait en être un autre. Comment on fait, entre guillemets, reconnaître l'innovation par des organismes d'agrément? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus. Moi, je veux bien. Natacha, moi, je suis toujours volontaire pour intervenir, pas de problème. Moi, je suis de l'école d'orthophonie et d'audiologie et une particularité qu'on a, nous, en fait, c'est qu'on a 2 programmes qui forment pour 2 professions différentes, mais on a un seul organisme d'agrément. Et une des normes qu'on a, c'est que nos étudiants d'un programme doivent faire des heures cliniques dans l'autre discipline. Et ça, c'est toujours un énorme défi pour nous. Vous imaginez une petite profession comme l'audiologie qui doit recevoir des stagiaires en orthophonie, donc des gens qui ne feront pas de l'audiologie plus tard. C'est pas facile de motiver des précepteurs, c'est pas facile. Puis ça, c'est une chose que les programmes, nous, on aimerait faire changer. Fait que ma question est peut-être pour Stuart. Comment on fait pour faire bouger un organisme d'agrément? Je sais que c'est long, on a réussi à faire diminuer un peu les heures, mais quelle est la pertinence pour un audiologiste de faire un stage en orthophonie et vice-versa? C'est comme si l'ergothérapeute devait aller faire un stage en physio ou le kinésiologue devait faire un stage en je ne sais pas quoi. Bref, j'aimerais, moi, ça c'est quelque chose que je me dis, comment on peut faire bouger les choses? Ça, pour moi, c'est une question. Puis avec la pandémie, vous imaginez que ça a ramené cette question-là très fortement. Là. Oui, je pense, je peux définitivement pas parler pour toutes les agences d'agrément du Canada, mais je pense, la plupart du temps, d'après moi, ça a affaire aux normes et aux processus. Alors, si une agence d'agrément va changer les normes, habituellement, il y a des grandes périodes de consultation. Je vous donne une anecdote très Reader's Digest. On est présentement en train de faire la révision de nos normes en psychologie. On est en 2021, le processus a commencé en 2017. Alors, il faut dire que quand Suzanne a parlé que des fois, c'est un processus lent, nous autres, c'est une consultation assez énorme qu'on a faite. Ça fait 2 sondages qu'on envoie. On est en train de faire, on a formé un comité de révision. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur nos normes pour tout adresser ce qui s'est passé dans les 10 dernières années dans notre discipline. Et puis, on est présentement en train de faire des consultations, des consultations,
je perds mon mot, focused. Bon, si vous m'avez compris, merci. On est en train de faire des consultations spécifiques, peut-être avec beaucoup des entraîneurs, des sections dans notre association. Et puis, on cherche les commentaires des programmes, des académiques qui sont dans nos différentes disciplines. Alors, je dirais qu'en termes de mettre de la pression sur une agence d'agrément, ça serait quand les normes commencent, quand les normes changent, quand les processus sont révisés, c'est vraiment là de savoir quand est-ce que ce processus-là se fait? Est-ce que c'est à tous les 10 ans? Est-ce que c'est à tous les 7 ans? Et puis savoir comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux donner ma rétroaction sur les processus qui se passent présentement. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais... Ben, ça confirme ce que je sentais, là, oui. Il y a Suzanne qui va intervenir là-dessus. Suzanne? Oui, je voudrais juste ajouter à ce que Stuart vient juste de mentionner. Moi, qu'est-ce que je suggère aux gens souvent, c'est que, dans le fond, les comités d'agrément, ils recherchent souvent des bénévoles. Je sais que ça va peut-être prendre du temps, puis ce n'est pas tangible, mais de qu'est-ce que je remarque? Les programmes qui souvent m'appellent, puis pourquoi qu'on fait ça comme ça? Souvent, c'est des gens qui ne sont pas impliqués au niveau des comités ou qui n'ont pas quelqu'un qui est évaluateur, ils ne comprennent pas bien les processus. Puis pour en venir à ta question, moi, je partirais, comment ça a été décidé? La raison pourquoi cette norme-là ou ce critère-là a été établi, consulte des personnes qui étaient là dans le temps, qu'est-ce qui a mené à cette décision-là? Peut-être ça n'a rien à voir avec, peut-être que oui, ça donnerait déjà là, je pense, un point de départ au niveau des arguments à apporter, dans le fond, à votre agence. Oui, clairement, c'est historique. Là. Je vois Tony qui sourit parce qu'il est audiologiste. La petite profession là, à laquelle j'appartiens. Oui. Est-ce que je ne voulais pas insulter ta profession? Non, je ne t'ai pas pris comme ça, je te taquine. Tu sais. Mais je pense que c'est des commentaires intéressants. Puis je pense que et ça m'amène à la prochaine question que je vais poser à Stuart. Comment on envisage le futur des processus d'agrément, puis comment, j'ai même envie d'ajouter une petite twist là, qui n'était pas prévue, Stuart, je vais te déstabiliser. Comment on pourrait rendre plus agile l'évolution de ces processus-là? Parce que si on dit que ça prend 10 ans à faire changer un processus d'agrément, la pandémie nous a prouvé qu'on pouvait changer beaucoup plus rapidement, qu'on peut changer très rapidement dans un temps changer beaucoup de choses dans peu de temps. Alors, est-ce que les organismes d'agrément sont capables de s'adapter rapidement dans un futur relativement proche? Puis comment on voit ça, là, ce qui s'en vient avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore? Bon, je vais commencer avec la deuxième question, puis après ça, je vais reculer parce que je pense que c'est une très bonne question. Puis je dirais que, puis je vais me fier un peu sur Suzanne aussi, le processus d'agrément et les normes d'agrément sont définis, dans le fond, par un consensus des entraîneurs des programmes canadiens, mais ils sont définis aussi pour répondre aux exigences de certification ou de licenciement de leurs gradués. Alors, il y a des fois, si on parle strictement de processus d'agrément, ça, c'est un peu plus flexible. Je dirais que oui, on a tous été capables de pivoter quand même assez rapidement pour faire des visites virtuelles, de faire des affaires de même. Mais en ce qui concerne les normes, comme je vais me fier sur ma discipline parce que c'est vraiment là que je trouve mon confort. Quand je pense à mes normes, moi, un gradué d'un programme doctoral en psychologie qui s'en va faire un internat, à la fin de tout ça, veut être psychologue. Alors, c'est pas juste l'agence d'agrément qui va dire, ben OK, nous autres, on trouve que maintenant, c'est ça qui est le plus important, parce que si nous autres, on dit quelque chose qui rend la certification de nos gradués pas possible, on a un processus d'agrément qui ne marche pas. C'est vraiment, il faut penser qu'il y a beaucoup d'enjeux, pas juste avec
les processus et les normes d'agrément, mais aussi avec voyons, les organismes de réglementation? Les organismes de réglementation. Je cherchais I was looking for bon, je perds mon mot anglais. Je perds mon mot anglais aussi, fait que je vais arrêter de le dire. Bon, en ce qui concerne les processus d'agrément spécifiques, comme je pense que la question c'était plus le processus d'agrément, le futur du processus d'agrément. Bon, je vais commencer par citer Manon, parce que oui, en effet, je pense qu'il y a une place pour une hybridisation de nos processus d'agrément. Mais je pense que l'hybridisation, ça va avoir plus à faire au transfert des données que de l'élimitation totale des visites en personne. Puis, je dis ça à cause de tous les points qui ont déjà été mentionnés. On parle de la collégialité entre les professeurs et les étudiants. On parle de l'évaluation des lieux sur le lieu à la place d'avoir une présentation ou une vidéo ou un prof avec un GoPro sur leur front qui se promène alentour du département. C'est une très belle approximation d'une visite sur lieu, mais ce n'est pas une visite sur lieu. Puis je pense que ça, c'est le message qu'on a reçu pas mal de nos membres. Je pense, encore une fois, anecdotalement, à mon programme de doctorat que j'ai fait. C'est à l'université Lakehead à Thunder Bay, en Ontario. Je ne sais pas s'il y a du monde qui savent c'est où. C'est très loin. Je suis présentement à Ottawa, puis c'est encore en Ontario, mais ça me prendrait 16 heures de route pour me rendre. Fait que c'est pas à côté. Mais je me rappelle encore que nous autres, on avait un département qui était quand même assez bien formé, puis on avait des labos, puis on avait des classes, puis on avait des affaires de même. Les bureaux donnés aux étudiants qui voulaient faire de l'assistance à l'apprentissage, des affaires de même pour leurs professeurs, étaient dans la résidence des étudiants, qui était environ à 20 minutes de marche de notre département. Alors, si tu disais que tu sortais d'une classe puis il fallait que tu fasses tes heures de bureau, il fallait que tu marches 20 minutes pour te rendre à ton petit bureau qui était partagé avec du monde de d'autres programmes. Et puis après ça, te revenir. Alors, c'est des petites affaires que si tu prends une photo d'un bureau d'étudiants, cette différence-là ne paraît pas. Mais quand on est sur lieu, on est sur lieu. La différence, puis je sais qu'il me reste à peu près 2 minutes et demie, alors je vais parler vite. L'hybridisation, je pense, par exemple, qu'on va vraiment voir ça en ce qui concerne l'information synchrone et asynchrone qui peuvent être utilisées durant une visite. Alors, la revue, comme Manon a dit, la revue de l'information des étudiants, quand tu donnes 1 mois à la place de 5 jours, c'est un processus pas mal plus détaillé. Et nous autres, dans nos programmes, c'est les revues des dossiers d'étudiants, les échantillons de travail, etc. Si on est capable de faire ça des semaines à l'avance, on a plus de temps de formuler des questions, on a plus de temps de faire une analyse détaillée. Alors, c'est un processus plus valide. Alors, je pense qu'il y a, pour utiliser une expression anglaise, I don't think we're going to throw the baby out with the bathwater. Alors, on a développé des méthodes et c'est des méthodes qui sont quand même utiles et puis qui apportent plus de détails au processus. Il y a des affaires, par exemple, qu'il faut penser. On a parlé aussi des changements en termes de téléenseignement, de télésupervision, etc. Ça évite le déplacement, ça réduit les coûts. Il y a beaucoup d'affaires. Mais quand on parle des processus en programme comme tel, nous autres, on a déjà commencé à se faire poser des questions. Exemple, une université en Colombie-Britannique qui a un étudiant qui ne veut pas se déplacer présentement à cause de la pandémie. Ils sont au Manitoba. Comment est-ce qu'on fait pour leur faire de la clinique
parce qu'ils ne sont pas dans le même milieu. Le superviseur ne peut pas superviser quelqu'un qui est au Manitoba. Alors, il y a des implications légales pour les changements qui ont été apportés. Je pense que, comme je dis, il y a définitivement des aspects positifs des visites virtuelles. Et puis, il y a des aspects qu'on va sûrement garder, mais il y a aussi des aspects qu'on manque présentement, qui nous manquent présentement. Oh, mon 7 minutes viennent de sonner. Bon, il y a aussi des affaires. Puis je suis content de répondre à d'autres questions. Je sais que j'ai passé à travers assez vite, mais à la fin, je crois qu'il y a définitivement des améliorations au processus qu'on peut amener, mais je ne pense pas que le processus va totalement changer à cause des raisons qu'on a parlé tantôt en termes de visite en personne. Merci. Merci, Stuart. Est-ce que, Suzanne, je te donne la parole aussi, est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais ajouter à ce que Stuart vient de dire par rapport à comment toi, de ton côté, tu envisages les changements dans les processus ou dans les normes ou dans l'agilité pour arriver à les changer? Dans le fond, c'est que je pense que là, dans les prochains mois, les prochaines années, il faudra faire preuve, dans le fond, de patience, de souplesse, mais aussi de rigueur. On n'a pas vraiment non plus des données probantes pour tous ces changements-là, ou en tout cas, on n'a pas vraiment... ça va être difficile de tout changer d'un coup. Tantôt, on parlait des simulations. Bon, je pense que la simulation a tout à fait sa place quand on forme, puis là, je vais prendre l'exemple professionnel de la santé, mais de là à remplacer les stages, je pense qu'il n'y a rien qui va remplacer un patient, là. Moi, personnellement, puis là, je vais prendre un exemple, je veux dire, un médecin qui a seulement été formé à travers la simulation ou des patients robots, je veux dire, ça a tout à fait sa place, ça se fait présentement, puis ça prépare encore mieux les étudiants et tout ça. Mais je pense que là, c'est ça. Nous, c'est ça. On est ouvert, je pense, au changement. On sait que ça s'en vient, puis c'est pas négatif. On trouve que nous autres aussi, ça nous a donné un bon coup de pouce. Puis, je voudrais également revenir tantôt au sujet de la lenteur des agences d'agrément à répondre. Puis, tantôt, Stuart a parlé aussi de l'argent, dans le fond, qui est quelque part le nerf de la guerre. Il y a beaucoup d'agences, dans le fond, leur financement vient directement des programmes. C'est toujours délicat quand il y a des augmentations. Les programmes n'aiment pas ça. C'est quand même assez coûteux quand on envoie des évaluateurs sur place. Présentement, la plupart des agences aussi fonctionnent sur un modèle, je dirais, de bénévolat. Ça aussi, ça sera peut-être à revoir, mais là encore là, il y a beaucoup d'enjeux. Mais je pense qu'on est à l'écoute. En tout cas, moi, je sais que je suis à l'écoute des programmes. Je suis à l'écoute aussi, puis on l'a aussi mentionné, il n'y a pas juste les programmes, l'agrément. Il y a les organismes de réglementation, il y a les étudiants, il y a la profession. Donc, tous ces gens-là ont aussi leur mot à dire et ça a une influence, si on veut, pour justement aller chercher le point d'équilibre pour, dans le fond, la mise en place des normes. Merci, Suzanne. Là, on parle de changement. Et est-ce que du côté si on revient du côté des programmes, comment on documente les changements? Puis là, j'ai envie de poser la question à Julie, puis ça fait aussi écho à l'autre présentation qu'on a eue en début, comment on cartographie les changements qu'on peut faire, puis comment on les documente. Puis il y a peut-être des outils, Julie, dont tu pourrais nous parler, ou comment tu vois ça, toi, la documentation des changements? Ben oui, effectivement, on en a parlé tantôt. L'importance, je pense, de faire on peut l'appeler la veille ou la vigie. En fait, des programmes, puis c'est quelque chose, quand nous, on pense aux refontes, puis on veut avoir aussi en tête, quand on crée les outils qui vont sortir d'une cartographie, des matrices, des plans cadres, qu'on fait en sorte que tout au long du programme, il y a des ajustements à faire, mais qu'on les fasse au moment où ça se produit pour pas que ce soit comme le branle-bas de combat au bout d'un certain nombre d'années où est-ce qu'on rapatrie tout ça. Juste pour illustrer mon propos, en fait, si vous permettez, je vais partager un schéma qu'on utilise. Je ne sais
J'espère que ça va aller du premier coup. Est-ce que vous voyez bien mon schéma? Oui, ça fonctionne. Donc, j'aime ça, on aime ça dire qu'un programme assez vivant, un programme, ça grossit, ça grandit, ça grince parfois, ça doit répondre à plein de demandes. Puis c'est le cycle de vie d'un programme, en fait. Quand on pourrait dire ici, l'évaluation, c'est le moment où justement toutes les questions de l'agrément ou une évaluation, on se pose une question pour une raison ou pour une autre. Puis après, on passe en développement. Et c'est beaucoup là qu'on intervient, nous, CPU, là, sur c'est quoi les décisions. Puis, avoir des décisions éclairées, ça vient aussi avec une certaine documentation. Parfois, ça va être des grosses actualisations, ça va être une élaboration d'un nouveau programme. Pour après s'en aller en implantation, on développe, entre autres, par exemple, avec l'École d'orthophonie et audiologie, en ce moment, toute une série d'outils pour venir questionner, en fait, les changements qu'on est en train d'apporter pour prendre des décisions plus éclairées. Et puis après, quand le programme est en veille, en fait, puis qu'on a des bons outils de suivi de programme, donc une matrice qui nous dit dans quel cours, quel apprentissage, les indicateurs qui sont exigés parfois par les normes, de faire en sorte qu'on les voit, puis qu'on se donne des mécanismes de concertation, des rencontres en trimestre, des outils vivants qui font en sorte justement qu'on garde en fait un meilleur œil sur notre programme. Puis il y a une phrase qui a été dite tantôt par Mme Dano, puis je trouve que c'est vraiment important hein, quand on parle de changement stratégique, puis tout ça, puis de flexibilité, c'est de se donner des structures qui vont permettre une cohérence, mais avec assez de souplesse pour permettre justement l'innovation. Puis ça vaut la peine d'expliciter ces innovations-là, puis tout ce qui va avoir été fait à travers la pandémie, de venir le raccrocher, tu sais, dans quel cours ça se déploie le mieux, puis quelles compétences ça vient nourrir. Alors, c'est un peu ça, la façon qu'on le voit, en fait, cette vigie-là, cette veille en continu-là, pour faire un peu d'économie, pour ne pas arriver avec une masse à la fin. À la fin, c'est ça. Donc, de l'intégrer d'une manière continuelle, de s'assurer que les changements soient documentés aussi. Je pense que c'est un des messages que tu viens de livrer. Là, on est rendu à ouvrir la discussion. Puis il y a déjà quelqu'un qui s'est manifesté, Benoît Deligne, pour prendre la parole. Alors, M. Deligne, c'est à vous. Vous avez une réaction, je pense, à quelque chose qui a été mentionné, là, je pense, peut-être autour de la simulation en médecine. J'ai un petit doute que ce serait ça. Oui, en fait, deux choses, parce qu'effectivement, le chapeau, avant que je m'occupe d'agrément, j'étais responsable de la simulation au premier cycle en médecine. Il est clair que la simulation ne peut pas remplacer de voir des vrais patients. C'est une complémentarité, puis on n'a pas pu, donc on ne pouvait pas remplacer les stages par de la simulation, c'est évident. Par contre, ce qu'on a observé au niveau de la simulation, c'est qu'il a fallu aussi, même au niveau de la simulation, il n'y a pas juste des mannequins et du matériel, je dirais, non vivant. On a beaucoup d'acteurs et de partenaires, puis là aussi, ça a créé des défis. Donc, il a fallu qu'on ajuste la simulation avec de la simulation en ligne qui pouvait préparer les étudiants à une forme de télémédecine, mais qui ne remplace de nouveau pas toute la dimension de la simulation clinique. Donc ça, c'était pour l'aspect de la simulation, qui est juste un aspect. L'autre chose qui m'interpellait aussi, c'est par rapport à la question qui touchait l'évolution des normes et comment les organismes... Donc, en médecine, on a quand même une structure qui est très importante. On a Serge Guérin ici qui pourrait en parler, mais je voyais notamment la faculté d'architecture, vétérinaire, pardon, qui était avec un agrément américain. En médecine, on a aussi un agrément nord-américain, puis on a l'Association des facultés de médecine du Canada. Il y a d'ailleurs actuellement débat entre le maintien en termes de la structure au niveau nord-américain versus canadien. Puis le défi qui a été mis, c'est effectivement la certification et la reconnaissance des diplômes pour la mobilité de nos étudiants dans des stages et dans des reconnaissances. Une fois qu'ils sont certifiés, c'est un autre élément, mais la mobilité de nos étudiants, si notre programme n'est pas reconnu par un autre pays ou un autre organisme, ben là, nos étudiants ne peuvent pas bouger. Et c'est en fait le débat qui se passe actuellement au niveau des facultés canadiennes par rapport à l'agrément, chapeauté par l'Association américaine des facultés de médecine. C'est que
il y a une tendance, disons au Canada, de vouloir réduire. On a 96 questions sur 12 normes. Donc, c'est un processus qui est énorme, qui veut être simplifié. Au niveau de l'Association des facultés canadiennes, le processus est en cours de simplification, mais là, tout le débat, c'est de répondre aussi à la demande nord-américaine. Et donc, vous comprenez qu'il y a un petit bras de fer qui se fait actuellement. Et ce qui risque peut-être de se passer, c'est effectivement qu'on n'ait plus éventuellement d'agrément nord-américain, que ce soit un agrément canadien, mais l'impact pourra avoir que nos étudiants pourraient éventuellement plus aller faire des stages, par exemple, au sud de la frontière. Donc, c'est ça l'impact éventuellement pour nos étudiants. Merci pour l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Les questions sont ouvertes là, pour tout ce qui a été partagé là, pendant le panel. Alors vraiment, n'hésitez pas là, pour toute question, commentaire sur la dernière portion ou sur d'autres éléments qui ont pu être avancés pendant le panel. La parole est à vous pour une dernière fois. Autant en levant vos mains que dans la boîte de discussion. Tony, oui? juste un petit suivi, parce que merci M. Deligne, et pour suivre un commentaire de M. Deligne et de Suzanne. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné explicitement durant la conversation, c'est que l'agrément a aussi on a quand même une part à faire en ce qui concerne la protection du public. Alors, je sais que c'est un détail quand même, puis je sais qu'il y a des ordres professionnels, il y a des agences de réglementation, tout ça, mais notre part aussi, c'est d'assurer la formation, alors d'assurer la qualité de la formation dans les programmes. Alors, comme Suzanne a parlé tantôt, je sais puis je ne veux pas taquiner la simulation de médecine parce que je sais qu'en psychologie, on s'en sert aussi. Mais quand on parle de simulation, c'est vraiment savoir à quel point est-ce qu'elles sont valides et puis à quel point est-ce qu'il faut vraiment avoir des patients réels parce qu'à la fin du compte, c'est des patients réels que tu vas voir quand tu sors. Donc, si je comprends bien l'intervention, c'est est-ce que dans des activités de simulation, on peut utiliser des patients réels, dans le fond, puis est-ce que cette simulation-là est aussi valide qu'une rencontre en stage, puisque à la fin, la simulation a quand même été faite auprès d'un vrai patient? Peut-être, mais moi, je dirais plus que les simulations, l'utilité des simulations, c'est vraiment d'augmenter l'entraînement qu'on fait en stage en personne. C'est peut-être donner des connaissances de base, c'est peut-être de commencer à former quelqu'un, mais si on parle, puis moi je ne sais absolument rien de la chirurgie, mais si on parle d'une chirurgie, c'est beau d'avoir la simulation de la chirurgie, mais à la fin du compte, il va falloir que tu prennes un scalpel puis que tu vois un vrai patient. Alors, c'est peut-être de regarder ça dans un sens développemental à place de regarder ça comme un remplacement total d'un stage en personne. Il y a Marie Marquis que j'inviterai à poser sa question de vive voix, qui est une question vraiment intéressante à vous poser. Marie, est-ce que tu veux la poser à l'écran, ta question, s'il vous plaît? Oui, je la pose à l'écran. Merci de me donner la parole, Tony. Alors, ma question, c'était en lien avec tous les propos que vous avez échangés. Est-ce que vous avez des retours à nous faire en lien avec la perspective étudiante? Qu'est-ce qu'ils pensent puis qu'est-ce qu'ils comprennent de l'agrément et des changements qu'on fait, de leur impact? Avez-vous des retours à nous partager sur le sujet? Manon qui veut répondre à la question. En fait, c'est une très bonne question. Je dirais que j'ai peut-être pas assez de contact dans la situation actuelle avec les étudiants pour assurer que tout ce que je vais dire va être complet. Mais ce que je peux dire, c'est que d'abord, on les a préparés, les étudiants. Ils savent très bien qu'il y a un impact
majeur dans le fait d'être un programme sous agrément. Ça leur donne des privilèges, si je peux dire. Donc, ça, c'est de nous assurer qu'ils aient cette compréhension-là et ils commencent à la développer dès l'entrée dans le programme parce qu'on est tenu de les informer très clairement. Ça, c'est une chose. Puis, je peux présumer, sans en être assuré, que la plupart des étudiants ont une connaissance suffisante sur ce que veut dire évoluer dans un programme sous agrément. Ce que je peux dire, c'est, et ça c'est le comité de visite qui nous l'a mentionné il y a quelques mois, la participation étudiante a été significative. Et ça, je me dis, voilà un indice qui n'est peut-être pas si clair, mais qui l'est énormément, à savoir que les étudiants se sont sentis engagés pour déclarer ce qui va bien, puis ça a l'air qu'il y avait plusieurs choses qu'ils trouvaient qui allaient très bien dans le programme, notamment en temps de pandémie. Ils ont été heureux de dire là, que, bon, la question académique allait très bien, la question sociale beaucoup moins, mais ils ont été là pour dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et pour moi, c'est un signe de santé au niveau de, je dirais, de l'engagement étudiant. Maintenant, c'est ce que j'aurais à dire. Je ne sais pas, Marie, si c'est suffisant comme réponse, là, mais nous, on a été, en tout cas, heureux de voir que leur participation a vraiment été significative dans l'expression qu'ils ont eue de leur expérience étudiante dans nos programmes. Merci. Manon, je suis curieux d'entendre la perspective des gens, des organismes. Est-ce que, Suzanne, tu viens d'ouvrir ton micro? Est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus? Dans le fond, qu'est-ce que j'ai noté dans notre programme d'agrément? C'est un peu qu'est-ce que Manon mentionne. La participation des étudiants a été beaucoup plus élevée en format virtuel. Je dirais aussi les superviseurs de stage, ceux-là qui sont à l'extérieur. Ça a permis d'avoir une perspective, je pense qu'on avait peut-être moins avant, parce qu'avant, l'équipe rencontrait les superviseurs de stage au niveau physique où ce que le programme est. Donc, si tu as des stages qui sont à l'extérieur, même à l'extérieur du pays, tu peux avoir cette perspective-là beaucoup plus facilement. Ouais. Je vois Stuart qui opine de la tête. Est-ce que tu voulais prendre la parole ici? Non, je suis d'accord avec ce que Suzanne a dit. C'est la participation dans nos programmes aussi a été rehaussée par l'option virtuelle. Il y a des fois que les étudiants, la rencontre en personne, surtout quand on a des visites d'installation durant l'été. Des fois, les étudiants sont un peu partout. Alors, on avait peut-être des fois où est-ce qu'il y avait 5 ou 10 étudiants sur 50 qui se présentaient. Et puis, dans les derniers mois, c'était 40 sur 50, c'était 45 sur 50. Et puis, nos processus et nos normes exigent la participation étudiante dans nos processus. Alors, c'est quelque chose qui a été, comme je dis, je suis d'accord avec Suzanne, ça a été rehaussé. Donc, on peut parier que cet aspect-là dans l'hybridité pourrait être conservé parce que ça permet de favoriser la participation. Merci, Marie, pour la question. Je donnerai la parole à Anne Charbonneau qui veut intervenir, puis ce sera notre dernière intervention parce qu'après, avant de donner la parole à Anne, on a Laura Galliana qui va nous faire un résumé en 180 secondes de la table ronde. Alors, Laura, prépare-toi. Après l'intervention de Anne puis les réactions des panélistes, ça va être toi. Anne, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre intéressante. J'ai manqué la première heure, mais je me suis rattrapée par la suite. Je voulais plus répondre un peu à Stuart au sujet de la simulation. Moi, je suis en médecine dentaire. Donc, naturellement, il faut que nos étudiants apprennent sur des vrais patients. C'est pour ça qu'on a des cliniques aussi facultaires. Puis, ils en font beaucoup. Mais pendant 3 ans, ils font beaucoup de simulations préalables. Donc, la simulation ne peut pas disparaître. Je pense que vous serez tous ravis de savoir qu'ils ont effectué déjà la plupart des traitements qu'ils ont à faire sur mannequins avant de les faire sur des vraies personnes. Alors, et c'est un passage obligé, un passage que les étudiants trouvent souvent
pénible parce que c'est dur, c'est de développer à ce moment-là les habiletés techniques, beaucoup, mais en parallèle, le développement des habiletés de communication et de relation avec les patients parce qu'ils rentrent très rapidement en clinique. Donc, à la fois, ils font de la simulation, puis à la fois, ils ont des contacts avec des vrais patients, mais avec une gradation de la difficulté. Première année, ils font de l'assistance. L'année suivante, ils commencent à faire des nettoyages, etc. Donc, c'est là pour rester. On ne pourrait pas vivre sans ça. Ça a été tout un défi avec la pandémie, alors qu'on a dû fermer toutes nos cliniques, nos laboratoires pendant plusieurs mois, jusqu'au mois d'août. Mais on a relevé les défis et je dois vous dire qu'on a été la faculté la plus présente sur le campus à l'automne, toute l'année, avec 0 cas d'éclosion, donc des protocoles costauds mis en place. On est très, très fiers de ça. On a pu maintenir l'ensemble de nos activités. Et ça a été des beaux défis de la pandémie. On a beaucoup appris avec ça. Donc, c'était juste mon petit point médecine dentaire que je voulais vous faire valoir. Merci, Anne. Ça permet de mettre en évidence la contribution essentielle de la simulation dans la formation. Je pense que c'est ce que tu mets en évidence, c'est qu'on ne peut pas se passer de la simulation dans tu le dis très bien, une gradation de l'acquisition d'habilités et de compétences. Oui. Ça ne remplace pas, mais on ne peut pas s'en passer. Non, et ça ne remplace vraiment pas, par contre, ça, c'est sûr. Alors, j'aimerais vous remercier, chers panélistes, Manon, Suzanne, Julie, Stuart, pour votre extrême discipline dans le respect du temps. On y est vraiment arrivé pile poil. J'ai à mon horloge 11h59. Merci de votre générosité. Merci aussi du temps que vous avez consenti à la préparation de ce panel-là, parce qu'il faut dire aux participants qu'on l'a aussi préparé à l'avance, on a réfléchi. Alors, merci à vous quatre, merci de votre générosité. Et puis, je pense que tantôt, on dira à tous les participants qu'on va avoir une évaluation de la journée, puis on vous fera certainement, on vous acheminera certainement les réactions et les questions s'il y en a. Alors, Laura, la parole va être à toi pour nous faire un résumé en 180 secondes de ce qu'on a entendu. Ton micro, Laura, s'il te plaît. Désolée, j'ai déjà perdu quelques secondes. Je vous ai préparé un document qui est, dans le fond, le résumé de tout ce qui a été discuté au panel. Je vais vous l'envoyer, mais en gros, j'ai divisé ça, ce qui a été dit pour les programmes et pour les organismes comme répercussion. Pour certains, ça a été des occasions. Donc, en général, pour les programmes, une expérience positive qui a permis de l'innovation en pédagogie, qui a permis d'accéder à des clientèles autres et d'approprier de nouveaux outils technologiques. Des occasions aussi pour les organismes d'agrément, de la consultation entre agences. Il y a eu des changements qui n'auraient pas été possibles autrement. Ça leur a permis de réfléchir à de nouvelles procédures et certains avantages pour la visite. Et on vient de voir finalement la participation étudiante qui s'est augmentée en situation virtuelle. Il y a aussi eu des défis. Donc, une visite virtuelle ne se montre pas si facilement que ça. Il y a eu beaucoup de travail derrière ça dans l'exemple d'architecture. Il y a eu des défis pour la confidentialité des données. On a parlé de l'inégalité de certaines ressources de programme et d'avoir en plus d'organiser une visite virtuelle, d'avoir à intégrer des changements dans la pédagogie. Du côté des organismes d'agrément, d'avoir à s'adapter aux visites, il y a eu plusieurs éléments énumérés. La confidentialité des données a aussi été soulevée. Et l'adaptation des normes qui sont des éléments difficiles à changer rapidement pour assurer la qualité. Il y a eu des astuces. Donc, en architecture, nous avons parlé de créer des narratifs. On a eu la présentation de la plateforme Bubble Up, de pouvoir donner accès un mois avant à toute l'information de l'agrément,
puis de pouvoir utiliser certaines ressources en communication pour aider à la préparation. Du côté des organismes d'agrément, écourter des journées de visite, tout ce qui était la confidentialité aussi, de vérifier quel genre de systèmes sont utilisés, et comme programme, d'encourager les programmes à s'impliquer dans le développement des normes d'agrément. Pour ce qui est du futur, pour les programmes, Bubble Up semble être une option à garder, de regarder plus finement l'aspect confidentialité. Les deux, et les organismes d'agrément et les programmes, semblent parler beaucoup d'un modèle hybride avec veille continue, puis de continuer à regarder quelles nouvelles méthodes pédagogiques peuvent être intégrées. Et du côté des organismes d'agrément, comme j'ai dit, visite hybride semble être une nouvelle réalité. Il y a une ouverture à des nouveaux changements, mais ce n'est pas nécessaire de tout réinventer. Et qu'on a parlé beaucoup des simulations, donc ce n'est pas quelque chose qui nécessairement remplacerait les stages, mais ça a son côté pour le développement des habiletés cliniques. Le système d'archivage numérique serait là dans le futur, mais il y a aussi un temps de recul nécessaire parce qu'on n'a pas encore les données probantes pour les visites virtuelles. Donc, voilà. Merci, Laura. Défi relevé. Merci pour le résumé. Puis, comme tu le dis, on va le faire parvenir à tous les participants. Merci encore une fois à tous les membres du panel. Alors, on est rendu à la clôture. Puis moi, je veux donc remercier tout le monde. D'abord, remercier les conférencières, les conférenciers. Vous remercier à nouveau les membres du panel. Remercier aussi l'équipe du BPQ, Laura Galianas, Samuel Vaillancourt, Anne-Mireille Bernier, Claudine Jonf, Isabelle Lafleur, les membres du comité d'agrément qui ont réfléchi aussi à l'organisation de cette journée-là. Un petit coup de chapeau particulier à Lise Lamotte, qui était membre du comité d'agrément, mais qui a pris sa retraite. Alors, merci à Lise et bonne retraite. Remercier encore Claude qui a contribué beaucoup à l'élaboration de cette journée-là, puisque cette journée-là devait se produire en présentiel au moment où la pandémie est arrivée. Alors, merci à Claude. Un merci spécial à Laura qui a orchestré toute la logistique d'organisation de la journée. Et sans Laura, on n'aurait pas été organisé justement au quart de tour comme on l'a été aujourd'hui. Puis je termine en vous remerciant tout le monde, les participantes et les participants, d'avoir consacré une demi-journée de votre temps à venir entendre des choses vraiment stimulantes à mon avis, puis qui vont contribuer à la réflexion sur la qualité de nos programmes et aider les programmes à passer à travers, j'ai envie de dire, les agréments, puis à passer à travers la pandémie avec de bonnes idées et un peu plus de sérénité. Alors, merci tout le monde. Puis, comme on disait, vous allez recevoir par courriel un formulaire d'appréciation de la journée. On va vous demander donc d'évaluer ce que vous avez entendu, d'évaluer l'organisation, mais surtout de nous donner des suggestions de thèmes pour la rencontre de l'année prochaine en 2022. Alors, à tout le monde, excellente journée. Profitez du beau temps qui s'en vient et à la prochaine. Merci tout le monde.